Salut les gens! Aujourd'hui on parle d'un vampire aux dents de lapin, de noir et blanc en couleur et de films muets bruyants. Cette semaine, on va faire un bond vers le passé, mais vraiment un grand bond, puisque l'on va s'attaquer à l'un des tout premiers films d'horreur, réalisé en 1922 par Murnau, 5 ans avant l'apparition du parlant. Et qu'est-ce qu'il y avait avant le cinéma parlant? Hein? Le cinéma muet, oui c'est ça. Murnau, de son nom complet Friedrich Wilhelm Murnau, est un réalisateur allemand. Avec quelques autres grands noms, il fut pionnier dans le mouvement de l'expressionnisme allemand. Vous en faites pas, on va bien approfondir ça dans quelques minutes. Murnau, après avoir servi dans l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, se pencha vers le théâtre, puis très rapidement s'orienta vers le cinéma. Nosferatu est son 10e film. Il faut savoir qu'on se situe à une époque où l'on produisait des films en masse, puisque 10e film certes, mais 10e film en 3 ans. Et oui, donc Murnau n'était pas un petit nouveau du cinéma. Nosferatu, c'est la plus ancienne adaptation de Dracula qui ait survécu, mais pas la première. En effet, pour l'anecdote, un film hongrois nommé Dracula avait été produit 1 an plus tôt, mais de nos jours, le film est considéré comme perdu et il est fort probable que jamais personne ne pourra plus le voir. Mais Dracula, le livre, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, je viens de le dire. C'est un livre. Écrit par Bram Stoker, développé pendant 10 ans et finalement paru en 1897, c'est le roman qui créa bien entendu le mythe du comte Dracula. Roman épistolaire, il y relate les histoires de Jonathan Harker, de Mina sa femme, de Van Helsing médecin, de John Seward, son disciple, et de leur combat donc face à ce comte Dracula. J'ai horreur de dire ça, mais si vous n'avez pas lu le livre, ce n'est pas très grave pour la compréhension de l'histoire, puisque vous avez vu l'adaptation de Coppola en 92. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Bref, l'adaptation de Coppola est pratiquement l'adaptation mot pour mot du livre de Bram Stoker, mis à part l'histoire d'amour entre Mina et Dracula qui n'existe pas dans l'œuvre littéraire. Revenons-en à Nosferatu. Pourquoi vous voulez pas voir ce film? T'es sérieux? Tu crois franchement qu'on va regarder un film muet? En plus c'est en noir et blanc, c'est super vieux. Ah non, là, très peu pour moi. Oui, vous avez le droit d'appréhender un film aussi vieux. Mais c'est pas si mal! Spoiler alert. Je pense que ça va aller très vite. Thomas Hutter est envoyé dans les Carpates pour vendre une propriété située à Wisborg au comte Orlok. Sur place, Orlok découvre que Hutter a une femme nommée Hélène. Après avoir attaqué plusieurs fois Hutter, ce dernier s'échappe et se fait soigner par des sœurs dans un monastère sur place. Orlok, lui, part pour Wisborg. Une fois arrivé, le comte va commencer à répandre une épidémie de peste. Hutter est de retour chez lui et apprend ce qui se passe. Orlok convoite la femme d'Hutter et celle-ci se fait avoir pendant la nuit. Orlok la bouffe et prend son temps. Un peu trop même, car le soleil commence à se lever. Ainsi finalement, le vampire disparaît brûlé par celui-ci. Le spoil est fini. Attends. Comte Orlok? On n'est pas censé parler de Dracula? Et si, mais il faut savoir que Murnau n'a pas réussi à obtenir les droits d'adaptation du livre de Stoker, mais il décida de ne pas abandonner et de changer les noms des personnages et quelques moments clés de l'intrigue. Aussi, notons qu'à cette époque, l'écrivain est mort depuis 10 ans, et sa femme tentera à la sortie du film de faire un procès à ses auteurs. Le pire dans l'histoire a été le fait qu'elle gagna le procès et la sentence fut la destruction totale de toute copie du film. Bien heureusement, personne ne respecta la décision du tribunal et le film survécut. Nous sommes au début des années 20, 4 ans après la Première Guerre mondiale. Depuis 2 ans déjà, un nouveau courant cinématographique s'installe en Allemagne, l'expressionnisme. L'expressionnisme est un courant artistique qui existe depuis très longtemps. On considère que la première œuvre expressionniste a été Le Cri de Edvard Munch, peinte en 1893. Naissant dans le domaine de la peinture, donc, le mouvement influença, si l'on peut dire, toutes les autres formes d'art possibles. De la littérature à la danse, en passant par l'architecture ou bien même le théâtre, son principe de base se trouvait dans la déformation subjective de la perception. Bon, ça peut paraître un peu compliqué à comprendre, mais vous allez voir que c'est très simple. On va surtout se pencher sur l'expressionnisme pictural. En effet, alors que le cinéma n'en était qu'à ses balbutiements, la photo, elle, se développait et commençait tout juste à être considérée comme une forme d'art. Les photographes, voulant montrer qu'ils pouvaient tout aussi bien faire que les peintres, développèrent le pictorialisme dans les années 1870. Travaillant la composition, la lumière, les peintres perdirent de leur prestige dans le domaine du pictural et commencèrent de leur côté à développer l'art abstrait. Je vais pas faire un cours d'histoire de l'art, mais cette recherche de l'abstraction mena à des courants comme le cubisme, le futurisme, le dadaïsme et bien d'autres. Parmi eux, donc, on trouve l'expressionnisme. Ce mouvement travaillait énormément sur les déformations de la perspective, sur le contraste et ainsi de suite. Après la guerre, le mouvement déteint donc sur le cinéma. Rappelons que l'Allemagne fut vaincue, humiliée même, et cette forme de cinéma, qui nécessitait que très peu de moyens, pouvait finalement rivaliser avec les énormes productions américaines. Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, sorti en 1920, est le premier film expressionniste. 2 ans plus tard sortait Nosferatu. L'architecture des décors se trouve être très torturée, au contraste extrême et au thème plus que macabre. Notons que l'expressionnisme était la principale influence du cinéma de Tim Burton, du temps où ce qu'il faisait était cool. Le meilleur exemple serait son Étrange Noël de Monsieur Jack.
Alors oui, je sais, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais n'oublions quand même pas que c'était son scénario, et qu'il était producteur. En gros, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et quand on regarde le reste de sa filmographie, nul doute que c'est lui qui fit le plus gros du travail sur ce film. L'acteur qui incarne Nosferatu est Max Schreck. Cet acteur, qui a pourtant joué dans énormément de films, est surtout connu pour son rôle dans ce film, à tel point qu'il influença pas mal de choses dans la pop culture. Dans Batman le défi, de Tim Burton, Encore lui? le méchant incarné par Christopher Walken se nomme Max Schreck, en l'honneur de l'acteur. Aussi le film L'ombre du vampire, réalisé en 2000, se trouve être une fiction se basant sur le tournage même du film de Murnau. John Malkovich, incarnant le dit réalisateur, tourne ses scènes avec Max Schreck, campé par Willem Dafoe. Outre le fait que ce film n'est pas spécialement bon, on apprend que c'est notamment grâce à sa performance que Willem Dafoe fut embauché pour jouer le bouffon vert dans Spider-Man. Et le surjeu? Tu veux en parler? Bon, il est vrai qu'à l'époque du muet, les acteurs avaient tendance à surjouer afin de rendre compréhensible la totalité de leurs actions et expressions. Mais après tout, sans le jeu surjoué de Max Schreck, on n'aurait sûrement pas eu le même Willem Dafoe. Parlons un peu plus du cinéma muet maintenant. Le cinéma muet n'est pas muet. J'en avais brièvement parlé dans l'épisode précédent et je ne vais pas me répéter. Sachez juste que pour ce film en particulier, il existe quelques versions bruitées, avec des bruits de pas, de portes, de cloches, parfois même des voix. Ainsi, ces versions pouvaient se rapprocher pas mal de ce que pouvait voir un spectateur à son époque. Il y a plusieurs versions? Ah, oui. Voilà un petit inconvénient du cinéma muet. C'est que vous pouvez trouver une tonne de versions différentes pour un même film. Le truc, c'est que bien souvent, des parties de pellicule étaient perdues, puis retrouvées. La bande-son, comme il n'y en avait pas à l'époque, peut changer d'une édition à l'autre, même si dans la plus grande majorité des cas, le film était livré avec une partition composée exprès pour le film. J'ai dit inconvénient un peu à tort. Oui, c'est un inconvénient pour nous, spectateurs du futur, habitués à la constance d'un film. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça. D'une salle à l'autre, toute l'ambiance pouvait changer, en fonction du nombre de musiciens sur place, de leur talent, de la façon de parler du bonimenteur. Du temps du muet, le cinéma était véritablement un art vivant, et finalement, la variété des versions numérisées aujourd'hui ne fait que rendre inconsciemment hommage à la variété des salles de l'époque. Qu'est-ce que c'est bien dit? Aussi, de nombreux films à l'époque étaient en couleur. Ça vous embouche un coin? Effectivement, il faut s'imaginer, et c'est le cas pour ce film, que lorsque l'on voulait coloriser une pellicule, on coloriait à la main chaque photogramme du film. Photogramme, c'est le nom un peu classe pour dire image d'un film, tout simplement. Alors certes, ici c'est pas très complexe, et il n'est question que d'un code couleur. Bleu c'est la nuit, jaune c'est le jour, rose c'est le coucher du soleil, et orange c'est l'aube. Cependant, on pouvait trouver plein de films à l'époque où la colorisation était bien plus complexe. Nombreux sont les films de Méliès, le pionnier des effets spéciaux au cinéma, à être colorisés avec beaucoup de soin par Méliès lui-même. Un autre exemple serait La Danse serpentine des Frères Lumière, petit film de 2 minutes à peine. Les Frères Lumière sont les inventeurs du cinématographe, la première machine capable de filmer sur pellicule et de projeter le film développé. Bref, ces derniers produisirent énormément de petits clips de ce genre, et La Danse serpentine par Lloyd Fuller reste l'une des plus connues, justement pour sa superbe colorisation. Pour en revenir à Nosferatu, oui, c'est un film couleur, même si une fois encore il existe des versions non colorisées. Et non, ce n'est pas un film silencieux. Pour finir, regardez-le, il est pas si mal. Je sais que ça peut être dur de s'intéresser à un film aussi vieux, mais prenez-le comme une pièce historique. Merci à tous d'avoir regardé, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, partagez si vous avez pris votre pied. N'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à rajouter, et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. J'en profite pour vous annoncer qu'un nouveau format va sortir très prochainement. Je n'en dis pas plus, mais pour plus d'infos, je suis sur Twitter. En attendant la prochaine, portez-vous bien!